Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut être vigilant sur l'ensemble des secteurs. Pour autant, malheureusement, certains sont en effet plus enclins que d'autres à répéter l'utilisation de stéréotypes. Quand on regarde l'étude du CSA de 2017 sur la représentation des femmes dans les publicités télévisées, on reste dans des stéréotypes par catégorie de produits. Par exemple, au niveau des rôles, les hommes vont continuer à parler de jeux d'argent, d'automobiles, des assurances, des banques, des mutuelles, ou encore de la technologie et du numérique. Quand parallèlement, les femmes, elles, vont être cantonnées à parler d'entretien du corps, d'habillement, de parfumerie, ou encore de pharmacie ou parapharmacie. Alors, histoire de bien cerner le problème, quelques chiffres qui sont vraiment parlants sur cette problématique. Le premier, c'est que 82% des femmes estiment aujourd'hui que la publicité leur donne des complexes. C'est un chiffre énorme, 82%. L'autre chiffre qui est aussi très important, surtout dans un cadre publicitaire, c'est qu'aujourd'hui, 66% des femmes ont déjà zappé une pub ou un programme TV dans lequel elles se sentaient vraiment stéréotypées. Et quand on sait parallèlement le vrai problème d'autodépréciation qu'ont souvent les femmes dans beaucoup de domaines, et aussi un contexte sociétal aujourd'hui où c'est compliqué d'avoir une société vraiment égalitaire hommes-femmes, du coup on se doit, nous, publicitaires, communicants, de vraiment travailler plus que jamais dans ce sens, et ce à travers 4 éléments qui nous semblent vraiment importants. Le premier, c'est d'arrêter les clichés et les stéréotypes dans la pub, bien entendu, et de rendre la pub moins sexiste. Ensuite, c'est de travailler le déficit de représentation des femmes, notamment l'histoire des rôles dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, sûrement le plus important, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les phases de création et dans les phases de décision. Aujourd'hui, au niveau des directeurs de création, seulement 11% des directeurs de création en agence de communication sont des femmes. Le gap est énorme et il faut vraiment qu'on s'attelle au problème. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs n'hésitent plus à s'engager de façon formelle pour montrer qu'ils luttent justement contre l'utilisation de stéréotypes dans la publicité. 2 actions symboliques de leur engagement. La première, ça a été en juin 2017, avec la création d'Unstereotype Alliance sous l'égide de UN Women, qui a mis en place une charte signée par de nombreuses entreprises internationales pour casser justement les stéréotypes. Et la deuxième action symbolique du mouvement, c'est le programme FAIR, mis en place par l'UDA, désormais l'Union des marques, en mars 2018, dont un des objectifs principaux est de lutter contre la récurrence des stéréotypes dans la publicité. Un chiffre pour terminer, parce que vous l'avez compris, j'aime bien les chiffres, surtout que celui-là est vraiment parlant et ne donne plus le choix à la prise de décision derrière. Aujourd'hui, quand on regarde l'intention d'achat pour un produit, il augmente de 25% quand la publicité est plus gender inclusif, et ce chiffre passe même à 45% auprès des femmes. Les stéréotypes de genre, c'est l'enfermement dans des rôles définis, dans des rôles soi-disant féminins ou des rôles soi-disant masculins. Pour les femmes, notamment, c'est soit être une ménagère, soit être un objet sexuel. Dans la publicité, les femmes, a priori, n'ont que 2 visages, soit objet sexuel, soit ménagère, de moins de 50 ans en général. Le problème est effectivement la perception des publics. Pour les femmes, c'est un problème de voir tous ces corps offerts ou jeunes, bronzés, dont la beauté est inatteignable. Un vrai problème de mésestime de soi et de son corps. Pour les hommes, ça peut aussi être un problème de voir tous ces corps de femmes offerts au désir masculin, c'est toujours offert au désir masculin, qui s'étalent à longueur de couloir de métro, et il semble qu'effectivement ça puisse avoir un impact, par exemple, sur les frotteurs du métro. La France est un des pays les plus sexistes en matière de publicité parce que peut-être que son idéal d'amour à la française, de galanterie française, peut mener vite à la goujaterie et que la sexualisation de ces corps de femmes dans les publicités françaises ne se retrouve peut-être qu'en Italie, mais dans assez peu d'autres pays.
Oui, il existe un sexisme masculin dans la publicité qui est bien moindre que celui contre les femmes, néanmoins qui ne s'accorde en fait probablement qu'à la sphère domestique et pas à l'hypersexualisation, c'est-à-dire que dans la sphère domestique, l'homme est nul. L'homme ne sait pas mettre des couches pour bébé, l'homme ne sait pas appuyer sur un bouton de machine à laver, et du coup, les annonceurs ont beau jeu de proposer des outils et des matériels faciles à utiliser parce que les hommes, soi-disant, ne savent pas faire. Lutter contre la publicité sexiste, c'est réagir tout le temps, toujours, c'est informer, c'est parler, c'est diffuser, c'est faire de la sensibilisation, c'est se rendre compte de ce qu'est le sexisme ordinaire pour que créatifs, annonceurs, dans les écoles ou après dans les agences, ne se posent même plus de questions et ne travaillent plus du tout sur du sexisme pour faire vendre. L'ARP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui réunit tous les acteurs de ce métier, donc les annonceurs, les agences et tous les médias, et qui élabore avec ces acteurs de la publicité des règles déontologiques que l'on appelle les recommandations de l'ARP. L'ARP aide au quotidien l'ensemble des acteurs de la publicité à réaliser des publicités qui sont conformes aux recommandations, mais également à l'ensemble des règles applicables à la publicité, les lois, les décrets et les arrêtés, dans le cadre de conseils qu'elle délivre avant diffusion sur tous les médias, à tous les stades de la création d'une publicité. Pour l'après-diffusion, c'est surtout le rôle du jury de déontologie publicitaire, qui est composé de membres indépendants de la profession et qui traite de toutes les plaintes qui lui sont adressées par toute personne physique ou morale au regard des recommandations de l'ARP et sur des publicités diffusées. « 2018 a marqué l'année des 10 ans d'activité de jury de déontologie publicitaire qui a eu à traiter environ 10 000 plaintes. Il a rendu 500 avis qui ont été publiés et dans 76% des cas, les plaintes ont été considérées comme des plaintes fondées. Dans 49% des cas, le jury a rendu son avis au regard de la recommandation « image et respect de la personne ». Majoritairement, ces cas concernent l'image de la femme dans la publicité. En 2018, par exemple, aucun cas n'a concerné l'homme. On ne peut pas croire que les personnes, les agences de communication, les marques, sciemment souhaitent heurter le public ou encore enfreindre les règles contenues dans la recommandation image et respect de la personne. Donc il faut toujours faire de la pédagogie, mettre en place des actions d'accompagnement qui permettent d'appréhender les règles et de les expliquer le plus simplement possible à partir d'exemples concrets. C'est le cas des conseils qui sont rendus par l'ARP avant diffusion.
qui sont de la pédagogie, également des bilans d'application de la recommandation, des outils pédagogiques majeurs et des avis qui sont rendus par le jury de déontologie publicitaire, que ce soit les bilans ou les avis rendus par le jury. Ça permet d'expliquer la règle avec des cas concrets. Aujourd'hui, pour éviter les dérives sexistes, comme vous dites, il faut être de plus en plus vigilant. Il faut se tenir au courant de ce qui se dit dans la société, il faut avoir des études, il faut analyser parfois la data sur Internet, il faut échanger avec nos clients qui connaissent parfois très bien leur secteur. Et puis aussi, il faut, nous, être force de conviction, parfois quand ils ont envie de manipuler, on va dire, des clichés un peu dépassés, pour leur montrer qu'ils ne sont plus du tout en phase avec la société. Eh bien, au quotidien, en fait, j'essaye de lutter contre toute forme de stéréotype. Non pas que je sois politiquement très engagée sur le sujet, mais par la force des choses, j'ai des clients qui ont compris que pour toucher les gens, en ce moment, il fallait être très réaliste. Et du coup, moi, c'est en essayant de faire en sorte que les situations que je décrive soient vraies, que les mots que j'utilise soient vrais, que les acteurs ne fassent pas trop comédiens et que le stylisme ne fasse pas trop vêtements neufs, qu'on arrive, je pense, à être très vrai et du coup à lutter, pas politiquement, mais quand même contre les stéréotypes, quels qu'ils soient. C'est un dialogue permanent. Déjà, c'est se tenir au courant de ce qui se passe dans la société, rester en contact permanent avec les médias, avec les réseaux sociaux. Ça passe notamment pas mal au moment du casting, où on propose aussi des gens qu'on voit moins à la télé. Et on cherche aussi à prendre les scripts, je dirais, un peu parfois à l'envers, en disant la convention voudrait qu'on monte telle personne dans telle situation. Si on veut être original, justement, bousculer les clichés, c'est intéressant parce que ça crée de l'impact. Alors côté client, en fait, finalement, je crois que mes clients n'ont pas tout à fait besoin de moi. La plupart, ils sont plutôt très au fait de la lutte contre les stéréotypes et de l'intérêt qu'ils ont à apporter là-dedans. C'est-à-dire que les clients américains, ils sont même plutôt en avance, je trouve, par rapport à nous. Ils ont vraiment dans leurs identités de marque des vrais accords dans ce sens-là, en disant on s'engage à faire en sorte que notamment la représentation des petites filles ne soit pas cliché. Donc mes clients n'ont pas du tout besoin de moi. Ils savent très bien eux-mêmes qu'on ne va pas mettre des petites filles en rose et qui jouent à la poupée parce que ça pourrait se retourner contre eux. Et puis côté équipe, disons que je travaille avec beaucoup de garçons. Alors je ne sais pas trop si c'est parce que c'est moi qui lis leur script derrière ou si c'est parce qu'on leur impose d'être très réaliste dans les situations qu'ils racontent, que finalement ça se passe plutôt bien. En fait, personne n'a besoin de moi. Alors il y a une incidence, je pense, réelle, qui est dans le fait de dire que quand on est un créatif, on va un peu puiser ses sources d'inspiration quand même dans ce que soi on vit. C'est-à-dire que tous les créatifs qui ont des bébés, d'un coup ils mettent des bébés dans leur script et je crois que forcément, moi je raconte mieux des histoires de filles de 30 ans que des histoires d'hommes de 50, ce qui marche d'ailleurs dans les deux sens. Après, si on est complètement honnête, la publicité c'est quand même un espace d'expression qui est un peu caricatural parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'une pub télé, on a 20 secondes de comédie, 10 de packshot. Et du coup, dans ce délai-là, on doit faire passer plein de messages de façon très rapide et du coup un peu cliché. Donc, on veut parler d'un cadre, on va lui mettre une cravate, on va parler d'une jeune femme très entrepreneuse, on va lui mettre des talons. Et ça, malgré le fait que je sois une femme, j'avoue que du coup, je tombe moi-même dans des petites formes de clichés là-dedans. Donc, je dirais que ça fera... Le fait d'avoir plus de femmes, je pense que ça fera évoluer le degré de réalisme des histoires et peut-être le nombre d'histoires différentes. En revanche, on a quand même tous un espèce de gros passé commun de cinéma, de figures de comédie, etc. qui fera que je ne suis pas sûre que ça change quand même complètement les choses, partout, tout le temps. Absolument. C'est une question qu'il faudrait surtout poser aux femmes, parce que c'est vrai que quand on est directeur de création, consciemment ou non, on voit le monde d'une certaine façon, on pense d'une certaine façon. Maintenant, heureusement, dans une agence, il n'y a pas que le directeur de création. Il y a des créatives, il y a des planeuses, il y a des commerciales. Et pareil, du côté du client, on a beaucoup de clientes femmes. Donc c'est intéressant cette confrontation ou ces échanges. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes directrices de création.
Alors, des campagnes qui renversent les stéréotypes, je pense qu'il y en a de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, les marques cherchent à se faire bien voir, si je puis dire, ou être dans la modernité, et elles s'emparent de messages sur ce thème-là. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elles communiquent toujours sur leurs messages principaux, leurs promesses, mais en intégrant cette dimension-là. C'est-à-dire que quand on verra une publicité pour une voiture allemande ultra puissante, mais conduite par une femme black, c'est là que je pense qu'on aura gagné. J'ai l'impression que les campagnes qui sont intéressantes, c'est finalement celles qui ne font pas du tout de la question du genre et du stéréotype leur problématique centrale. Je crois que les marques qui vont au combat voilà, en affirmant des espèces de grands messages sur les femmes, la vie et le genre, finalement je trouve que ça ne sert pas tout à fait le projet. J'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est effectivement quand on nous décrit des histoires et qu'on vend des choses normales et puis que, je ne sais pas, ça va être une femme qui conduit une voiture ou que ça va être un papa qui s'occupe de sa petite fille. Je crois que c'est ça qui, à mon avis, est vraiment très intéressant. Donc, je sais pas, ma grande référence, c'est Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Parce que même si c'était pas du tout une volonté, je pense, de la marque d'avoir un combat sur les faits que les parents et les papas puissent s'occuper de leur petite fille le matin, je trouve que par la force des choses, c'est ce que ça raconte et je trouve ça très efficace et très juste et du coup, je crois que ça aide un peu.